Le sort en est jeté. Ainsi ai-je parlé en franchissant le Rubicon. Je suis Jules César et vais vous raconter mon histoire. Jules César. Mon nom a traversé les siècles, inscrit dans la pierre et dans les mémoires. Mais derrière ce nom, il y a un homme, un destin, une lutte incessante pour la grandeur de Rome. Je vous invite à me suivre, à écouter ce que j'ai à dire de ma vie, de mes batailles, de mes rêves et de mes combats. Car c'est moi qui ai façonné mon histoire, pas uniquement le cours des événements. Voici mon récit. Je suis né en l'an 100 avant Jésus-Christ, dans une famille patricienne, certes noble, mais loin d'être la plus puissante. Rome vivait alors des temps agités, luttes politiques, guerres civiles, ambitions démesurées. Mon enfance fut marquée par l'apprentissage des arts oratoires et des valeurs romaines, courage, discipline et dévouement à la République. Je ne tardais pas à comprendre que pour survivre et exister dans cette cité, seule la volonté, soutenue par l'intelligence, comptait vraiment. Je débutais modestement, m'appuyant sur mes talents d'orateur, mon aisance à convaincre et ma capacité à lire les hommes. Très vite, je compris que la politique était un jeu de pouvoir où la prudence et l'audace se mêlaient. Mes premières expériences furent marquées par des alliances fragiles et des défis toujours plus grands. Mais je conservais une ambition claire, voir Rome unifiée, forte, et moi à la tête de son destin. Mon jeune âge ne fut pas une barrière, au contraire, il me permit parfois d'être sous-estimé, un avantage que je sus exploiter. Ainsi commença mon ascension, pavé d'épreuves et de conquêtes. À mesure que je gagnais en expérience, je compris que la parole seule ne suffisait pas. Il me fallait des alliés, des hommes puissants prêts à marcher à mes côtés et à partager ma vision. C'est ainsi que naquit le premier triumvirat, cette alliance subtile avec Pompée et Crassus. 3 destins liés, 3 forces combinées pour dominer Rome. Chacun avait ses ambitions, chacun son jeu, mais l'ensemble nous pouvions renverser les obstacles qui freinaient notre ascension. Sur le terrain militaire, je devins général. Mes campagnes en Gaule ne furent pas seulement des conquêtes, elles furent l'expression de ma stratégie et de ma discipline. Conquérir, oui, mais surtout convaincre les Romains que j'étais l'homme de la situation. Face aux tribus gauloises, aux chefs farouches comme Vercingétorix, je déployais toute mon intelligence militaire. Rapidité, mobilité, surprise, tels furent mes atouts pour écraser l'opposition. Chaque victoire consolidait mon prestige, chaque succès faisait grandir mon nom jusque dans les salons de Rome et les murmures du Sénat. Mais je savais que le pouvoir militaire devait s'accompagner d'un pouvoir politique et que la confiance du peuple, des légions et des élites était indispensable pour durer. Je façonnais, peu à peu, l'homme et le leader que Rome semblait réclamer, bien que les jalousies se ferment autour de moi. Le chemin serait long, mais je n'avais pas l'intention de céder jamais. La guerre des Gaules fut sans doute l'épreuve qui détermina mon nom et mon pouvoir. Dès 58 avant Jésus-Christ, Rome me chargea de soumettre ces vastes territoires inconnus, peuplés de peuples farouches et indépendants. La Gaule n'était pas une masse homogène mais un patchwork de tribus, de cultures, souvent divisées entre elles. Cette division, je sus l'exploiter avec mesure, forgeant des alliances quand il le fallait, frappant avec force quand la défiance devenait meurtrière. Vercingétorix reste le plus fameux de mes adversaires. Chef charismatique, il sut rallier les Gaulois dans une révolte massive. Mais ses murailles et ses forteresses ne purent arrêter la détermination de mes légions. L'hiver 52 avant Jésus-Christ, à Alésia, je livrai l'une des batailles les plus dures et décisives. Face à des forces supérieures en nombre, ce fut la discipline, la ténacité et la stratégie qui firent la différence. La reddition de Vercingétorix marqua symboliquement la fin de la résistance gauloise. Rome étendait maintenant son empire jusqu'aux confins de l'Ouest, et moi, j'étendais mon pouvoir et mon prestige. Le moment fut solennel, empreint d'une tension extrême. En janvier 1949 avant Jésus-Christ, je me tenais au bord du Rubicon, cette petite rivière qui séparait ma province de la Gaule du territoire contrôlé directement par Rome. Franchir ce cours d'eau signifiait braver la loi, défier le Sénat et déclarer la guerre à la République elle-même. Mais j'avais conscience qu'il n'y avait plus de retour possible. Avec une poignée de soldats fidèles, je pris la décision qui allait changer le cours de l'histoire, Alea Iactae, le sort en est jeté. La guerre civile éclata, opposant mes forces à celles de Pompée et de ses alliés. Ce fut un conflit âpre, marqué par des batailles décisives, des trahisons et des retournements d'alliance. Ma détermination, ma stratégie et la loyauté de mes troupes furent finalement mes atouts majeurs. Je marchais sur Rome, victorieux, détenant désormais un pouvoir sans précédent.
La République vacillait sous mes pas, et moi, je devins le maître incontesté. Mais ce pouvoir, acquis dans le feu de la guerre, portait aussi en lui les germes de la discorde. Je savais qu'il me fallait maintenant stabiliser Rome, réconcilier ses factions et instaurer un ordre nouveau aux tâches aussi périlleuses que les combats que j'avais menés. Le franchissement du Rubicon fut le premier pas d'un destin hors norme, un pari audacieux sur l'avenir de Rome et de moi-même. Après la guerre civile, Rome était exsangue mais toujours debout. Le peuple réclamait la paix, la stabilité et une fin aux luttes incessantes. En tant que dictateur, j'endossais la lourde responsabilité de reconstruire la République à ma manière. Mes réformes furent vastes et profondes. J'organisais le calendrier, donnant à Rome une mesure du temps plus rationnelle, le calendrier julien, une marque durable de mon passage. Je réformais aussi les lois et la Constitution, cherchant à limiter le pouvoir exagéré des sénateurs corrompus et à renforcer les droits des citoyens, y compris ceux du peuple romain le plus humble. Ma politique sociale visait à distribuer des terres aux vétérans, à encourager la colonisation et à apaiser les tensions internes. Je remis en ordre les finances publiques, assainissant l'administration. Pourtant, ces changements ne furent pas sans résistance. Certains voyaient en moi un tyran, un homme trop ambitieux prêt à briser les traditions et la liberté ancestrale de Rome. Je savais que le fragile équilibre entre autorité et respect des institutions était difficile à préserver, mais je pensais que Rome méritait un nouveau souffle, un pouvoir fort capable de garantir son avenir. César n'était plus seulement un général victorieux. J'étais devenu l'incarnation même du pouvoir avec toutes ses grandeurs et ses ombres. Mon nom résonnait partout dans Rome. Le peuple m'acclamait, et mes ennemis pouvaient difficilement nier ma suprématie. Pourtant, derrière cette façade glorieuse, je sentais la sourde menace grandir. Les jalousies, les rancunes, les complots prenaient forme parmi ceux qui craignaient ma puissance. Certains sénateurs voyaient en moi un tyran, un homme prêt à dévorer la République qu'ils avaient juré de défendre. Leur peur se transformait peu à peu en haine. Je connaissais leurs murmures et leurs manigances. Mais j'espérais encore convaincre, apaiser, unir. Je me voyais comme le sauveur de Rome, le garant de son avenir. Je savais que mon œuvre ne pouvait être complète sans l'adhésion de tous. Mais le pouvoir absolu creuse aussi un isolement profond. La solitude devient compagne, et la vigilance un fardeau constant. Ces tensions annonçaient l'inévitable affrontement final. Je gardais la tête haute, conscient que l'histoire jugerait mes actes et que le destin de Rome allait basculer. Je n'ignorais pas que la trahison pouvait venir des amis, que la fin serait proche. Le 15 mars de l'an 44 avant Jésus-Christ, ce que je redoutais arriva. Dans la curie du Sénat, entouré de ceux que je croyais mes alliés, le fer de la trahison s'enfonça dans mon dos. Id de mars, ce jour funeste où la liberté que je pensais défendre s'est retournée contre moi. Mes meurtriers, les Brutus, les Cassius, voyaient en moi un despote, une menace pour Rome. Mais moi, je restais convaincu que mes réformes, ma vision avait pour but le salut de la République. Tucoque, mi fili, s'était écrié en moi, trahi jusqu'au plus profond. Dans ce dernier souffle, c'est l'avenir de Rome qui m'inquiétait de cette République que j'avais transformée, secouée, mais espérée renouvelée. Ma mort provoqua un chaos, déclencha de nouvelles guerres civiles. Mais elle ouvrit aussi la voie à un empire que mes héritiers, comme Auguste, allaient construire. Mon nom, gravé dans le marbre de l'histoire, demeure symbole de pouvoir, d'ambition, mais aussi d'une époque charnière. Je fus homme de lumière et d'ombre, et c'est dans cette dualité que réside peut-être ma grandeur. Ce récit n'est pas une apologie, mais une confession. Je suis Jules César, et mon histoire, c'est l'histoire de Rome, un rêve inachevé, à jamais vivant. Si tu as aimé mon histoire contée par les récits du doc, rejoins l'histoire, like et abonne-toi.